le titre de ma communication à propos des différences, apologie de la différence, une nouvelle tentative de déstigmatisation des troubles mentaux, va complètement dans la ligne de votre discussion, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à prononcer le mot trouble mental, même d'ailleurs maladie mentale. Dès qu'on dit le mot maladie mentale, tout de suite, oui, mais elles n'existent pas, etc., etc. Et donc trouble. Et puis maintenant, même plus trouble, on parle de différence. Et il faut être honnête, en fait, c'est bien pratique. C'est bien pratique. D'abord, annoncer à des parents, puisque je m'occupe d'enfants, annoncer des parents qu'un enfant a possiblement un autisme, c'est quand même très difficile, même aujourd'hui. Si on dit, ben non, vous savez, mais oui, si vous regardez sur Internet, effectivement, vous allez voir que les symptômes, c'est de l'autisme, mais l'autisme, en fait, c'est une différence. Et donc, voilà. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup l'engagement dans le soin, il faut être honnête, et les parents se l'approprient. Hier, j'avais un patient hyperactif et qui était pris en charge par une collègue retraitée, donc je prends la main, elle me dit, ben voilà, je vous l'amène pour sa différence. Et il n'y a pas de problème. Et on se dit, ben voilà, ben, après tout, ça marche mieux comme ça, on est plus à l'aise, et donc très bien. Alors bon, on a aussi le droit de prendre 5 minutes de recul et de se dire, mais finalement, parler de différence, est-ce que ça n'a pas des effets collatéraux? Est-ce que c'est pas aussi, ça traduit pas le fait que on a du mal à aborder les choses? Bon, alors, en fait, et vous voyez, quand dans le titre déstigmatisation des troubles mentaux, déjà il y a un premier élément, c'est que on parle quasi systématiquement de troubles mentaux ou de maladie mentale, beaucoup plus difficilement de malade mental, parce qu'en fait, malade mental, dès qu'on dit les mots, ça signifie autre chose. Quand on dit que quelqu'un il est malade, bon, on voit, le pauvre, il est malade. Mais il souffre, quoi, il faut s'en occuper. Mais quand on dit de quelqu'un il est un malade mental, ça veut dire que ben, ça va pas, quoi. Il est barge, il faut le mettre à l'écart, quoi, immédiatement. Et ça c'est quand même alors, même si en France, vous savez qu'on a une très belle définition du malade, la médecine est née de l'appel du malade et de l'attention portée à sa souffrance. Donc le malade, c'est celui qui sonne à la porte du médecin, qui dit « je souffre, j'ai besoin d'aide » et le médecin ou le soignant va venir l'aider. Donc c'est Georges Canguilhem qui construit la définition du malade. Et je dis en France, parce que figurez-vous qu'en anglais, on n'a pas la même chose. En anglais, et j'en ai discuté souvent avec des collègues anglophones, qu'ils soient américains ou qu'ils soient britanniques, en fait, malade, en fait, c'est a sick person, c'est-à-dire, en fait, c'est une personne qui a une maladie quelque part. Alors, eux, ils ont plein de définitions des maladies, sickness, illness, disease, etc. Mais peu importe. Déjà, le malade, en fait, c'est une personne qui a une maladie, ce qui passe à côté de quelque chose. Et puis, on peut trouver... Alors, ils ont patient... Mais patient, c'est une personne qui souffre, mais toute personne qui souffre n'est pas malade, c'est autre chose encore. Et puis patient, c'est quelqu'un qui bénéficie du système de santé, c'est-à-dire c'est un consommateur d'un produit médical. Et donc en fait, en anglais, ils n'ont pas la notion de malade au sens de Canguilhem. Et ce qui, d'ailleurs, dans les articles ou dans les colloques internationaux, provoque une tension autour de qu'est-ce que c'est qu'un patient psychiatrique. Mais peu importe. Enfin, c'est important. Mais finalement, la réalité aujourd'hui, c'est que le malade mental, c'est un concept compliqué. Même pour Canguilhem, d'ailleurs, figurez-vous, parce que dans sa définition, dans la phrase que j'ai citée, il y a une note de bas de page qui dit qu'en fait, ça ne concerne pas le malade psychiatrique. Parce qu'il dit, ben oui, c'est-à-dire que... bon, c'était la médecine du milieu du XXe siècle, Canguilhem. Et donc on en était encore à l'idée que le malade psychiatrique, en fait, il ne se rend pas compte qu'il est malade et donc il ne peut pas demander de l'aide. Et donc on va lui en donner même s'il n'est pas d'accord, etc., quoi. Alors qu'on sait aujourd'hui que dans l'immense majorité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe.
et qu'il y a des maladies somatiques où le patient n'est pas en état de demander de l'aide, il est dans le déni, et enfin, c'est la vie des urgences tous les jours, et qu'en réalité il n'y a pas de différence entre la définition du malade psychiatrique et la définition du malade somatique, et que c'est vraiment cette plainte et cette demande d'aide qui constitue son noyau. Mais bon, mettons de côté, la réalité aujourd'hui, c'est le trouble mental. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, on pourrait rentrer dans un débat infini sur est-ce qu'ils existent, est-ce que c'est des maladies, est-ce que c'est des troubles, etc. Est-ce que c'est des mots, est-ce que c'est des mécanismes physiologiques. On ne va pas rentrer là-dedans. Force est de constater qu'en pratique, le trouble mental, c'est un syndrome, c'est-à-dire il définit une catégorie de sujets à part. Et c'est vrai aussi dans le soin somatique et dans le soin psychiatrique. Les troubles, les maladies, c'est des catégories de sujets à part. Alors, de base, pourquoi on les définit comme ça? Parce que ça aide le médecin à définir une thérapeutique et un pronostic. C'est d'ailleurs dans la définition du dictionnaire de l'Académie de la notion de maladie. Et donc c'est vrai, effectivement, quelqu'un a une polyarthrite rhumatoïde, eh bien on va lui donner du méthotrexate, un anti-inflammatoire ou un anti-TNF-alpha, voilà, parce qu'il a une polyarthrite rhumatoïde. Donc le traitement découle de la maladie. Et c'est vrai en psychiatrie aussi, on fait un diagnostic de schizophrénie, eh bien 99 fois sur 100, on va prescrire un antipsychotique. Donc ça c'est vrai médicalement, mais en fait le concept de trouble a aussi une utilité sociale. Imaginez il y a 5 siècles de cela, quand on faisait un diagnostic de lèpre, eh ben, ça a changé notre façon d'interagir avec le groupe. Et donc il y avait les lépreux, et on les mettait à côté. Et alors vous me direz, on n'est plus comme ça aujourd'hui, sauf que regardez avec le HIV, hein, ils sont séropositifs, ben, ça veut dire quelque chose sociologiquement. Et même, il a un cancer, quand on dit ça, eh ben, il fait partie du monde des cancéreux. Et d'ailleurs, vous voyez, même si on sait que le cancer n'est pas contagieux, eh ben, quand vous devez serrer la main de quelqu'un qui a un cancer, eh ben, c'est pas forcément si cool que ça. Et en fait, c'est parce qu'on doit avoir quelque part encore la trace de ça, c'est que quand on appartient à ces groupes de sujets qui sont à part parce qu'ils sont malades, qu'ils ont une maladie, eh bien, il faut les mettre à l'écart, des fois que ça soit contagieux, et puis il ne faut surtout pas être trop proche d'eux et éventuellement se reproduire avec eux, parce que s'ils sont malades, c'est pas mauvais signe, et donc on les met à l'écart. Donc on met les gens qui ont des maladies à l'écart, et c'est aussi pour ça, sociologiquement, peut-être qu'on définit ces groupes de sujets. Bon, alors, avec les maladies psychiatriques, il y a la cerise sur le gâteau, qui est que ces groupes homogènes de sujets, eh ben, ça concerne, la maladie concerne leur comportement et leur vie intrapsychique, même si la notion de vie intrapsychique est quand même assez récente. Mais le comportement, de tout temps, ça a été quelque chose d'extraordinairement important. Et donc là, vous imaginez que s'il y a des groupes de sujets qui ont un comportement différent, eh bien, ça va poser des problèmes sociaux encore plus importants. Encore plus importants. Et là, j'en arrive à un troisième point qui interpelle cette notion de différence et de maladie, c'est qu'en fait, si l'on prend un peu de recul par rapport au fonctionnement de nos sociétés humaines, il y a des choses qui sont évidentes. C'est que d'abord, nous sommes terriblement efficaces pour la production des choses, pour le meilleur et pour le pire. Donc on est terriblement efficace, et qu'en fait, cette efficacité vient du fait à la fois qu'on est différent et qu'on est les mêmes. C'est-à-dire on est différent, regardez tous nos métiers par exemple, nos métiers qui conduisent au fait qu'on va produire des choses, c'est incroyable le nombre de métiers qu'il y a, même dans un hôpital, rien que pour s'occuper des gens malades, regardez le nombre de métiers entre les brancardiers, les médecins, les chirurgiens, les biologistes, etc., 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 etc. Donc, vous avez des centaines de métiers différents, mais il faut que tout le monde travaille ensemble, et tout le monde communique beaucoup, parce que la communication, la collaboration, ça permet d'être encore plus productif. Alors,
là-dedans, vous me direz, d'accord, mais ça a à voir quoi avec la psychiatrie? Eh bien, c'est parce que pour collaborer, il faut que le postulat que nous sommes tous les mêmes soit en grande partie vrai. Je vous donne un exemple, c'est les sens giratoires. Vous avez tous pris des sens giratoires, eh bien, ça ne marche que parce que vous savez que la voiture qui va arriver sur le sens giratoire, elle obéit aux mêmes présupposés que vous. Et c'est en fait redoutablement sophistiqué. C'est pas un feu rouge, un sens giratoire. Un feu rouge, c'est une loi. Alors, il y a l'orange. Hein. Donc, il y a toujours une marge avec la loi. Mais bon, en principe, quand c'est rouge, on s'arrête. Quand c'est vert, on peut passer. Et on sait que l'autre, s'il arrive à un carrefour et qu'il a le feu rouge, il va s'arrêter parce qu'il y a une loi qui lui dit qu'il s'arrête. Mais on a quand même toujours un petit peu peur qu'il y ait une transgression de la loi. Mais le sens giratoire, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Vous savez, est-ce que, oui, il arrive vite, moi j'arrive lentement, donc du coup il ne va pas s'arrêter, et donc du coup moi je vais m'arrêter parce que là je sens qu'il y a une mécanique de théorie de l'esprit, hein, on pourrait dire en termes psychologiques, extraordinairement sophistiquée. Et en fait, dans la vie de tous les jours, il y a ça tout le temps. Tout le temps, on anticipe ce que les autres font, et donc du coup, si quelqu'un est à part dans son fonctionnement psychique, eh ben, ça fait tout s'effondrer. Hein? Si quelqu'un, en fait, ne fonctionne pas pareil que nous avec les giratoires, on ne peut plus conduire. Et donc, du coup, si quelqu'un, ne serait-ce qu'un tout petit peu, commence à être à côté du commun, en termes de fonctionnement psychique et de comportement, on est en danger. Donc là, il y a une vraie tension qui est propre à nos sociétés, c'est que d'un côté, on doit être différent pour avoir des potentialités qui s'ajoutent. D'un autre côté, on doit être fondamentalement tous les mêmes pour pouvoir cohabiter ensemble et fonctionner en synergie. Alors, comment on a fait pendant longtemps pour gérer le problème de ces groupes de sujets à l'écart? Alors, bon, leur différence, pendant longtemps, n'a pas été considérée comme un vrai gain pour la société, encore que dans beaucoup de sociétés et dans tous les siècles, les sujets psychotiques étaient considérés comme des gens qui nous permettaient d'être en rapport avec les esprits, qui étaient en communication avec les dieux, et quelque part ça leur donnait une place intéressante pour la société. De notre côté, on sait qu'aussi des individus qui sont un peu à part dans leur fonctionnement psychique peuvent être de grands artistes. Donc, effectivement, dans une certaine mesure, on pouvait leur trouver une place, mais bon, pas plus que ça. Et comment on les intégrait dans la société? Eh bien, on les intégrait par une bienveillance issue d'une espèce d'injonction supérieure. Vous savez que dans la plupart des religions, il faut s'occuper des autres, et il faut s'occuper des autres qui sont les plus faibles. Et d'ailleurs, c'est Claude Quetel l'écrit dans son Histoire de la folie. En France, il y a 500 ans, c'était les religieux qui s'occupaient des patients psychiatriques sévères. Hein? Et donc, on a fonctionné comme ça, d'un côté des différences perçues plus ou moins intégrées, d'un autre côté, une intégration dans le groupe qui est une injonction supérieure pour un vivre ensemble harmonieux sous la base d'une bienveillance qui vient d'une religion, d'une histoire commune, d'une culture commune, etc. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis environ 50 ans, ça change. Ça change d'abord, eh bien, les différences de nos patients psychiatriques ne sont plus perçues que comme des problèmes, mais sont perçues aussi de façon positive. Et ça, c'est... Alors, on parlait d'hyperactivité tout à l'heure. Aujourd'hui, on considère que, et dans une certaine mesure, c'est vrai, les patients hyperactifs, bon, on est bien d'accord, on pourrait discuter de la réalité de ce diagnostic, mais on pourrait discuter de la réalité de tous les diagnostics, etc., etc. En tout cas, c'est une réalité sociale. Il existe des patients que l'on dénomme hyperactifs avec déficit de l'attention. Ces patients-là ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas rester assis en salle de classe et qu'ils ont un problème d'attention. Mais de notre côté, ils sont sympas, ils sont très vifs, ils sont curieux, et ils ont un sens social en général très développé. Donc il y a du positif
du côté de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, qui est revendiqué par les associations de patients, parce qu'il y a des adultes hyperactifs maintenant, par les parents, et qui est un outil thérapeutique drôlement intéressant, parce qu'on peut dire aux parents qui portent un truc sur le dos, s'ils sont des mauvais parents, leurs enfants sont turbulents, etc., mais regardez vos enfants, ils ont aussi des bons côtés. Donc c'est pas ce truc-là de dire qu'il y a une positivité dans le diagnostic, c'est pas que du baratin bienveillant, un peu souriant et niais, c'est quelque chose que l'on peut utiliser dans la clinique pour faire que les choses marchent mieux. Donc l'hyperactivité avec déficit de l'attention, et puis maintenant, alors c'est une évidence, l'autisme, qui avant était un désastre total pour des parents, est considéré aussi comme quelque chose de positif. Le nombre de séries télévisées incroyables dans lesquelles il y a des héros qui relèvent du trouble du spectre autistique, c'est quasiment 1 sur 2. Hein, Sherlock Holmes, qui a un syndrome d'Asperger quasiment typique, Bones, les experts à Las Vegas, enfin Atypical, c'est même marqué dans le titre de la série. Donc on a des autistes de haut niveau dans toutes les séries. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi tout d'un coup l'autisme devient une pathologie aussi positive. Et il y a une explication possible, hein, c'est que l'autiste serait un lien entre l'humanité et l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle arrive partout, et l'autiste, avec sa pensée formelle extrêmement développée, fait le lien entre ce monde digital et le monde humain, puisqu'ils sont un peu des deux côtés. Mais c'est juste une interprétation comme ça. Donc en tout cas, la réalité, c'est que aujourd'hui, ces différences liées à des fonctionnements psychiques et des comportements à part sont aussi perçues comme des choses positives. Alors après, se pose la question du groupe et du collectif. Comment cette différence peut être dite différemment pour que le sujet soit néanmoins intégré dans le collectif, puisque nous avons aussi besoin d'être tous les mêmes pour vivre ensemble. Et alors là aussi, il y a eu une rupture que l'on sent intuitivement, mais peut-être que les mots qu'on met dessus ne sont pas encore complètement clairs. De mon point de vue, c'est qu'on est passé de ce qu'on pourrait appeler une intersubjectivité de masse, c'est-à-dire qu'avant, du fait de l'existence d'une religion qui était la même pour tous, du fait d'avoir un récit social, une histoire, nos ancêtres les Gaulois, etc., on sait que c'est pas forcément vrai historiquement, hein, mais c'est ce que l'on apprenait à l'école et qui nous construisait un imaginaire commun. Et bien du coup, ça nous construisait une intersubjectivité a priori identique pour nous tous, qui faisait que quand nous arrivons à un sens giratoire, eh bien, on sait comment il faut faire. Donc ça, c'était très vrai avant, et on est en train de voir que c'est en train de changer, et on passe davantage à une intersubjectivité contractualisée. C'est-à-dire que vous avez remarqué, hein, que ma vie avec l'autre ne dépend pas que de l'implicite qu'il y a dans ce qu'il est un sujet pensant comme moi, mais qu'il y a des règles qui font qu'on doit être comme ça avec un autre dans telle ou telle circonstance. Et le plus caricatural, vous savez qu'aux États-Unis, quand on commence à envisager de s'engager dans une relation amoureuse, qui est quand même un peu la quintessence de l'intersubjectivité, eh bien, il y a des règles très précises, le date, donc on doit proposer d'aller au restaurant, et etc. Et après, si c'est bien passé, on peut s'embrasser, et après, il y aura un deuxième rendez-vous à un restaurant, et là, etc. Et le rapport sexuel ne pourra avoir lieu qu'après tant de repas au restaurant, j'exagère à peine, hein. Et que même pour le rapport sexuel, il faut contractualiser avant, et c'est pas des blagues, hein, ce que l'on va pouvoir faire, ce que l'on ne va pas pouvoir faire, etc. Alors, on va dire, ils sont fous, ces Américains, etc. Ben ouais, mais vous savez, hein, peut-être que dans 10 ans, on fera tous comme ça. Hein. Parce que historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est juste qu'on est en train de contractualiser les rapports humains, et en particulier l'intersubjectivité. Alors, est-ce que c'est vrai aussi pour ces personnes qui sont différentes? Eh bien oui, bien entendu. Et la contractualisation, elle est où? À la MDPH, à la maison des personnes handicapées. Et donc effectivement, quand vous êtes différent, eh bien, on écrit un certificat,
on dit dans quelle mesure vous êtes différent, le médecin, et puis ça va auprès de la MDPH, et là on regarde, est-ce qu'il est suffisamment différent ou pas, ce qui d'ailleurs interpelle, hein. Et s'il est suffisamment différent, alors un contrat est signé, et effectivement, la société va faire des efforts pour accepter la différence. Et d'ailleurs, il faut être honnête, avec un adjuvant qui n'est pas forcément des plus constructifs, qui est qu'en plus, nos sociétés sont construites autour de la victimisation, hein, on n'existe vraiment que si on est une victime de quelque chose, et dans la contractualisation avec les MDPH, il y a le fait que la personne qui est différente est victime de sa différence. Puisque la définition moderne du handicap, c'est le fait que j'ai des difficultés à exister parce que la société n'est pas faite pour moi. Et donc, à cause de la société, je ne peux pas me réaliser en tant qu'humain, donc la société me doit quelque chose. Il y a une réparation. Hein, c'est la définition moderne, OMS, du handicap. Et donc, quelque part, le contrat que le différent passe avec la société à travers la MDPH est basé en partie sur la culpabilité sociale de ne pas intégrer les gens qui sont différents. Et ça, quand je vous dis, c'est pas forcément une bonne idée parce que la culpabilité, c'est pas forcément un moteur idéal pour le vivre ensemble. Alors, ça a des conséquences pratiques que j'avais même jamais réalisées. C'est autour des assistantes de vie scolaire. On devrait même dire des assistantes de vie scolaire, puisqu'en pratique, ce sont des jeunes femmes, ou des femmes moins jeunes, peu importe. Donc aujourd'hui, beaucoup de mes patients ont des AVS, et c'est fantastique. C'est fantastique, c'est un progrès réel d'inclusion dans une classe normale. Mais il faut réaliser l'argent que ça coûte. Alors, elles ne sont pas bien payées, hein. 600 € en gros pour 20 heures de présence. Mais 600 € pour 20 heures de présence, ça fait 8 000 € par année scolaire. Et les patients ont une demi-AVS, ça fait 4 000 €. Alors vous direz, quand on dépense des dizaines de milliers d'euros pour des anticancéreux qui marchent un peu, c'est normal de dépenser 4 000 à 8 000 € pour des enfants et les intégrer mieux dans les classes. Je suis complètement d'accord. Sauf que combien on a d'argent, combien j'ai d'argent pour pouvoir proposer des psychothérapies à mes enfants qui sont en souffrance? Quand c'est en CMP, vous savez, 6 mois, 1 an d'attente, c'est quasiment mission impossible de proposer un soin avec 6 mois, 1 an d'attente. Si c'était un cancer du pancréas, tout le monde hurlerait, hein. Mais si c'est une dépression d'un ado qui est suicidaire, c'est juste la réalité. Alors, donc il y a le libéral, mais bon, le libéral, c'est pas remboursé. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a le pass santé jeune, etc. Il y a des tentatives, parce que quand même, il y a une prise de conscience collective que ça ne va pas. Mais combien d'argent a été débloqué pour ça? 10 CA, 130 €. C'est-à-dire, il a fallu se battre pour qu'on trouve 300 € pour pouvoir prendre en charge des enfants qui souffrent. Et il n'y a pas tant de problèmes que ça pour trouver 4 000 ou 8 000 € pour intégrer des gens différents dans la société. Vous voyez à quel point il y a un déplacement complet de la considération de la souffrance psychique et des troubles mentaux. Et on peut même dire qu'il y a un déplacement de la plainte de Canguilhem, qui construit le sujet souffrant, malade, qui a besoin d'aide, en une quérulence administrative. On n'a plus de plainte, on est quérulent. Alors, on pourrait dire, dont acte, nous sommes des soignants et nous devons prendre acte des modifications de la société. Et ce n'est pas à nous à décider comment doit être la société. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais notre job, c'est d'aider les gens. Et si la société bouge comme ça, on doit s'adapter. Et c'est vrai en partie. Mais de notre côté, on doit quand même signaler que des gens qui souffrent et qui demandent de l'aide, il y en a encore. Il n'y a pas que des gens différents. Il y a des gens en souffrance. Et le fait de ne pas voir que ces gens ont besoin qu'on les aide et qu'il faut des moyens financiers pour les aider, c'est pas bien. C'est pas bien que notre société fonctionne comme ça et nous avons la responsabilité de le dire.
Et merci pour votre attention.